Alors, dernière conférence, ou présentation de la matinée du chaudron consacré à la fabrique à Toulon. On reçoit donc pour cette conférence Anna Lecorneau, qui est architecte de formation, qui s'est formée à l'école Boulle par la suite en ébénisterie, qui a ouvert il y a 6 ans son atelier farouche. Aujourd'hui, elle est installée à Aubervilliers en résidence d'artiste avec son atelier. Et elle va nous parler de son travail, de son approche au départ graphique. Elle a changé d'échelle puisqu'elle était architecte et qu'elle est passée à la marqueterie. Marqueterie qu'elle pratique avec des outils numériques. Donc, elle va nous expliquer. C'est pas Gepetto dans son atelier. C'est beaucoup plus innovant. Je rappelle en 2 mots que la marqueterie, c'est un travail de peau sur le bois et qu'on peut marqueter tout type de matériaux, des matériaux composites, des matériaux souples, des peaux de poisson, des cuirs, du métal, du bois bien sûr, des plaquages d'essence de bois différentes, mais aussi des matériaux donc composites. On peut tout faire avec cette peau qu'on applique sur des surfaces. Voilà, Anna Lecorneau travaille plutôt dans la commande spéciale et les commandes très haut de gamme dans l'univers du luxe. C'est un travail minutieux, long, de composition. Voilà, donc maintenant je vous laisse la parole. J'espère que je n'ai pas été traître. Merci beaucoup. Déjà, merci de m'accueillir. Merci Sandrine et merci à Aurélien Fouillet que j'ai eu en étudiant à l'école Boulle justement et qui m'a invitée aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter brièvement mon parcours. Donc, je viens de l'architecture. J'ai eu un parcours classique d'architecte. J'ai commencé ma formation à l'école de Bordeaux. Clairement, je savais que je choisissais l'architecture pour rassurer mes parents. C'était entre le rationnel et l'artistique. J'étais pas encore prête à me diriger directement vers l'art, mais voilà, donc ça rassurait. C'était entre les mathématiques et la science, et puis le côté fou du graphisme et autres. Et je m'y retrouvais bien, en tout cas pendant les études. Donc j'ai commencé à Bordeaux dans une école qui est très nostalgique de l'architecte qui sort des Beaux-Arts. Donc on faisait énormément d'art plastique, c'était hyper stimulant. Du modelage, du fusain, du nu. C'était une formation hyper complète sur les arts plastiques. Et j'ai été mutée ensuite à Nantes. Et là, changement d'univers, donc très très informatique. On faisait même des cabanes dans les arbres qui étaient tout sur AutoCAD. Et c'était une autre formation, mais très très complémentaire. Donc j'ai beaucoup bougé pendant mes études. Ça m'a permis d'avoir un regard très global sur, déjà de nourrir une culture esthétique, une culture de la photographie, de plein de de l'architecture bien sûr, mais de plein de références en dehors justement même de l'architecture. Et j'ai fait mes études après à Barcelone, qui ont une approche beaucoup plus ingénierie. Donc c'était pareil, très construction écologique. Là-bas, ils n'ont pas besoin de bureau d'études pour valider une construction. Donc c'était encore un autre regard et c'était très, très formateur. Et j'ai fini par un diplôme à Nantes d'un projet à Miami, qui m'amenait encore une autre échelle de projet de paysage et où j'ai pu combiner un petit peu dans ce diplôme ces arts plastiques que j'avais appris ou en tout cas approchés en première année à Bordeaux, parce que je m'en suis servi pour mon diplôme. C'est l'expression graphique que j'avais et en même temps ce rapport à la construction, ce rapport à l'écologie, dans un contexte complètement fou de Miami où l'art est très présent dans la ville et où finalement, avec du recul, je me suis rendu compte que j'enviais plus la vie des artistes dans les galeries que la vie d'architecte finalement pour lequel j'ai été formée. Donc j'ai quand même
travaillé en agence pendant 3 ans après ma formation. Donc des agences très intéressantes avec des projets à l'étranger, des projets d'habitat aussi où le regard du végétal dans la ville, du social était très important. Mais avec toujours un peu une cristallisation des frustrations d'être qu'un pion dans le projet et d'avoir plein de belles idées au moment du concours, voilà, de faire des belles planches graphiques avec des envies de matériaux, de couleurs, même d'ambition sociale, mais finalement avec un projet qui sortait de terre 2 à 3 ans plus tard, avec beaucoup moins des mêmes critères qui étaient initialement pensés à la phase de dessin. Donc pour moi, c'était vraiment une échelle qui nourrissait toutes mes frustrations. Du coup, assez rapidement, j'ai décidé de me former à l'ébénisterie, donc à Boule, en formation adulte. Et j'étais... je ne savais pas trop ce que je faisais, ce que j'allais en faire. Dans mon esprit très rationnel, je me disais, bon, je sais faire des plans, je peux faire de l'aménagement. Et en parallèle, je pourrais faire de la création. Dans la vraie vie, je suis une femme, j'étais seule à Paris, se balader avec des énormes panneaux à débiter seule. Enfin, clairement, c'était inenvisageable. J'aurais pas du tout été rentable financièrement, donc il fallait forcément s'associer à un groupe d'artisans. Voilà. Et puis l'étiquette d'artisan, je venais déjà d'enlever ma peau d'architecte. Il fallait que je me sente artisan, alors que je savais très bien qu'en 2 ans de formation, je n'étais pas ébéniste. Mais j'ai découvert lors de ma 2e année l'outil de la découpe laser. Et c'est là que j'ai vu tout le potentiel avec mes compétences en CAO et de dessin vraiment sur ordinateur et de capacité à créer des fichiers de découpe, forcément. Et puis le savoir-faire, le fait d'avoir acquis le savoir-faire du bois, ça m'a emmené un champ des possibles assez dingue, quoi. Voilà, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire dans le savoir-faire de la marqueterie et surtout, pour moi, le laser était vraiment un outil de graphiste et le savoir-faire de la marqueterie tellement à dépoussiérer dans l'imaginaire collectif que voilà, dans ma tête, il y avait beaucoup de choses à faire. Du coup, je n'ai pas du tout parlé de mon image de référence. C'était vraiment pour dire que mon approche de l'architecture pendant toutes mes études a été une architecture très formelle qui, je pense, a pas vraiment de sens dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et j'aimais tout le travail d'Oblique, le travail de Claude Parent, de Zaha Hadid, de Libeskind, des projets très, très graphiques, très forts formellement, mais qui aujourd'hui des projets signatures comme ça sont pour moi moins cohérents, en tout cas à l'échelle de la ville et de l'architecture. Et du coup, j'ai décidé de garder cette envie de travailler la forme, mais à une autre échelle, celle du mobilier. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo qui synthétise un petit peu le savoir-faire de la marqueterie au laser. Hop, sur un meuble que j'ai eu l'occasion, une commande que j'ai eu l'occasion de... Oh, c'est pas du tout ça. Il ne veut pas se lire. Super. Bon, je le diffuserai après, je pense. Non, c'est un MP4. Je peux l'envoyer en airdrop. Elle n'est pas chargée, c'est ça. J'ai l'impression que... Mais je peux l'avoir... Comme je pense qu'elle est chargée sur mon portable, je peux te l'envoyer en airdrop. Parce que je ne sais pas pourquoi mon airdrop ne marche pas. Je ne vois pas mon ordi sur... Normalement,
Je suis désolée. Donc je travaille tous mes motifs sur ordinateur. Mes fichiers doivent être vraiment... il y a des contraintes techniques, mais je pense que vous utilisez pour des phases de maquette ou autre, la découpe laser. J'ai toute une phase de préparation de plaquage et ensuite je viens découper le motif dans mes essences de bois. Donc au laser, et après vraiment le savoir-faire traditionnel de marqueterie. Donc je viens pièce par pièce reproduire mon puzzle de motifs pour recréer cette couche de décor, parce qu'en fait je travaille le plaquage, donc c'est vraiment une feuille de 6/10 d'épaisseur de bois. Et voilà, et donc une fois que j'ai assemblé ce décor, je viens le plaquer sur le support avec une presse, une presse manuelle, donc à l'ancienne, vraiment. Et puis ensuite toutes les phases de finition, donc le raclage, le ponçage, et jusqu'à les assemblages du mobilier final. Donc ce métier, entre guillemets, alors en France on aime bien mettre des étiquettes, donc soit on est artisan d'art, soit on est artiste ou designer, ou voilà. J'arrive pas trop encore à savoir ce que je suis plus que l'autre, mais en tout cas j'oscille entre cette facette de très technique et puis on va dire plus dans l'émotion. Je vais vous montrer justement un panel de projets qui montre toutes
les phases ou les projets pour lesquels je peux être contactée. Donc une des facettes, c'est la découpe ou gravure pour des artisans d'art, des designers, des architectes, des artistes. Mais ce qui m'intéresse dans cet outil, c'est vraiment pour moi, c'est pas un remplacement de la main, c'est-à-dire juste une découpe ou une gravure technologique qui fait gagner du temps à l'humain. C'est vraiment, c'est l'outil industriel qui est ramené à l'échelle de la pièce unique, de la petite échelle. Et où justement on va travailler avec la précision qu'il peut apporter, mais pas forcément pour son potentiel de série. Mais voilà, par exemple, je collabore avec une mosaïste pour lui prédécouper, donc là c'est l'image qu'on voit, prédécouper toutes ces découpes de mosaïque pour fragiliser son verre et ses émaux et toutes ces matières, pour que ce soit plus facile pour elle pour les découper et ensuite les assembler. En fait, ou même avec, je découpe dans du crocodile, j'y grave ce qu'on veut en fait pour un client, et puis lui vient y incruster une autre matière ou y couler une autre matière. Parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment on oublie l'outil pendant la suite des phases du processus en fait de fabrication. Et c'est ce qui m'intéresse aussi dans la marqueterie. C'est cette notion aussi notion du temps dans le faire. Alors on me demande souvent pourquoi le bois. Clairement, le bois pour moi, c'est une matière qui demande un savoir-faire technique très fort, et en même temps c'est très dur à travailler, et ça demande un vrai effort physique, un vrai travail du corps, et en même temps une finesse. Il gagne toujours. D'ailleurs, c'est pourquoi farouche. Farouche, pour moi, c'est une des caractéristiques du bois. C'est vraiment une matière à dompter et à apprivoiser. Mais si elle n'a pas envie d'aller dans le sens où vous avez envie de l'amener, elle gagne toujours, quoi. C'est vraiment... Et plus on prend confiance et on se dit nickel, ça passe, c'est foutu. Il gagne toujours. Donc, et je trouve ça très intéressant. Alors, c'est un peu... Je trouve que c'est un savoir-faire très dur parce que toutes les phases sont longues. Le résultat on n'est pas dans l'instantanéité de la peinture, par exemple, qui va nous donner une satisfaction de la couleur, du geste, du trait. Le bois reste, dans ses phases de préparation, reste très sale, très poreux, très... il y a plein de phases en fait pour le travailler. Et le résultat vraiment final est à l'application de vernis, où là, on est surpris par un veinage, on est surpris par un rendu de couleurs qu'on n'attendait pas, ou même on voit des défauts qu'on n'attendait pas. Et voilà, c'est un savoir-faire que je trouve intéressant dans cette relation au corps, au temps. C'est hyper... ça rend humble en fait. On n'a pas trop le choix. C'est assez, c'est assez riche en fait en expérience. Et hop. Donc ça, c'est une première phase. Donc ce travail d'expert en fait sur la technique, mais pour résoudre des problèmes dans des matières qui ne sont pas la mienne. Donc ça peut être des gravures sur du cuir, ça peut être mais avec un process ensuite de dorure, par exemple. Là, je travaille aussi avec un laqueur qui fait de la laque naturelle. On y grave des motifs et puis il vient ensuite incruster sa dorure. Ensuite, on refait une phase de gravure pour essayer des effets. Enfin, c'est très riche et divers. Et puis, forcément, cette phase de travail en collaboration avec d'autres savoir-faire, ça inspire forcément aussi, moi, ma manière de travailler. J'ai donc une deuxième facette, on va dire, du métier, c'est la commande de particuliers, donc, qui a été en tout cas la plus présente au début.
Donc là, c'est une manière de fonctionner où vraiment tout se passe dans l'esquisse. Donc je propose aux clients, déjà je m'imprègne du lieu. Donc là, c'est pour une maison qui est dans le golfe du Morbihan. Ça donne vraiment sur le golfe, c'est magnifique. Et l'idée, c'était de créer une enfilade. Donc une pièce de mobilier un vaisselier en fait. Et il me laissait carte blanche sur l'esthétique. Donc, on a un premier... Enfin, ça se passe vraiment tout le temps comme ça. On a un premier échange. Je vais voir le lieu. Et je pense tout de suite à des essences de bois. Ça me fait forcément écho à des essences que j'ai travaillées ou que je connais. Là, clairement, j'avais envie de quelque chose de très... j'ai pensé au marronnier échauffé avec des formes très arrondies comme érodées en fait, comme des galets, quelque chose de très minéral en fait, que le bois devienne minéral et en même temps avec ces lignes graphiques de marqueterie qui amènent à ces courbes un peu du littoral, des courbes déchirées qu'il y a beaucoup dans le golfe du Morbihan. Et donc, voilà les inspirations. Et donc là, j'arrive avec la contrainte de la fonction du mobilier, mais ensuite, au niveau de la forme, je suis assez libre. Donc après plusieurs échanges, là, c'est déjà la deuxième esquisse, donc on avait précisé le projet. Mais j'en avais une première avec toujours la même essence, mais un graphisme différent en façade. Et puis voilà, dans la deuxième, j'offre des variantes. Souvent ensuite, ça influe aussi sur le prix, donc forcément, je fais plusieurs propositions. Ensuite, on a vraiment l'esquisse finale. Et là, je peux passer en production. Et la production, du coup, le faire n'est qu'une application, entre guillemets, bête et méchante de tout ce que j'ai conçu en amont. Mais on va dire, au niveau de la fabrication, je n'ai plus à m'inquiéter de est-ce que j'aurai un accident sur la matière ou autre. Il faut que j'ai exactement le rendu que j'ai vendu en fait. Donc il n'y a plus de conception en phase de fabrication. Et donc ça donne ce type de projet. Hop, pardon. Donc là, je travaille sur les portes. Je vais y arriver. Donc on a ces éléments qui sont un petit peu arrondis. C'est du plaquage, donc comme vous avez vu, des feuilles de bois de 6/10 et qui sont plaquées sur une lame. Donc là, c'est du valchromate. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est un médium teinté dans la masse qui est écologiquement il y a moins de colle en fait nocive et il est mécaniquement beaucoup plus stable parce que beaucoup plus dense et en plus de ça il est teinté dans la masse donc esthétiquement aussi on l'huile et il est fini quoi. Et ensuite donc je viens plaquer chaque élément, le finir, le poncer et le coller sur ces éléments de porte et ces retours du meuble. Oui. Ainsi que le pied est en métal, donc du coup après je fais appel à d'autres savoir-faire pour justement assembler ça. Oui, oui, oui. En tout cas pour ce projet, oui. Vous faites des projets aussi appliqués à l'espace ? Que au mobilier pour l'instant. Je fais pas, je fais pas de scénographie ou d'intérieur dans leur globalité. Là, on est que sur l'objet ou sur le tableau ou sur voilà, je vais montrer plusieurs autres éléments. Donc dans les autres projets que j'ai eu l'occasion de réaliser, là, pour le coup, c'est vraiment la casquette de designer, mais avec quand même l'intérêt d'avoir ce savoir-faire d'artisan, puisque donc Marotte, c'est un fournisseur de panneaux décoratifs, mais à l'échelle industrielle. Ils ont découvert mon travail sur Instagram. Et en fait,
assez rapidement, ils ont envie que je signe une collection. Marotte, c'est vraiment... Eux, ils viennent de la marqueterie, je dirais pas à mon échelle, mais je veux dire, c'était une petite entreprise de 15 personnes, ils faisaient du projet sur mesure, voilà. Et puis forcément, ils ont dû, c'est une entreprise qui date des années 40-50, et ils ont dû s'adapter aussi au design et aux modes. Et clairement, dans les années 80, on ne voulait plus de bois qui ressemblait à du bois, c'était devenu très ringard. Donc l'idée, c'était d'avoir des bois les plus lisses possibles, les plus sans veinage. On leur donnait les teintes qu'on voulait, mais c'était tout sauf un effet bois, en fait. Et puis finalement, là, le décor, on voit quand même que le décor est de plus en plus assumé depuis les années 2010, on va dire. Et ce retour au bois, assumer des veinages, et puis dépoussiérer un peu ce côté vieillot de la matière, c'est devenu plutôt tendance. Donc ils avaient tout intérêt à revenir au savoir-faire, à leur savoir-faire initial. Donc ils m'ont proposé une collaboration. Donc là, le travail était assez... c'était une super opportunité pour moi parce que je suis vraiment toute seule dans mon atelier. Et là, on me proposait, avec des outils de colosse par rapport à moi, ma petite structure, de faire tout ce que je fais à mon échelle, mais voilà, à cette échelle industrielle. Donc c'était... j'ai été sourcer les bois pour comment dire, dicter une esthétique, entre guillemets, que je recherchais pour les panneaux, parce que du coup, il faut que les panneaux aient un veinage, mais il faut qu'ils soient, si on commande pour un hôtel 300 mètres carrés de tel panneau, il faut quand même qu'il y ait une esthétique qui se jointe bien, en fait, et qui fasse un rendu assez uniforme. Donc du coup, l'idée, c'était de travailler avec les gens à l'usine qui allaient... jointer le plaquage en fonction des veinages. Donc, je disais que voilà, je voulais tel rapport plus veiné, le moins de l'autre côté, pour telle essence et une autre esthétique pour une autre. On a sourcé, on a ouvert la collection de l'ébène blanc, parce que je travaille beaucoup avec de l'ébène blanc. Et pour le coup, il fallait le sourcer en Autriche. Donc c'est pareil, on arrive dans des entrepôts gigantesques à une échelle que je ne connais pas. Et puis je choisis des esthétiques de bois parce que bien sûr, entre chaque bille, il y a un graphisme différent d'un tronc à un autre. Donc c'était une expérience folle, et voilà, jusqu'à à la DA du shooting, à la DA, j'ai aussi fait la plaquette de communication de la collection. Donc c'était vraiment le travail de A à Z que moi je fais à mon échelle d'atelier, mais avec une force de frappe qui était beaucoup plus importante et intéressante à l'échelle de Marotte. Donc c'était vraiment une expérience super, et humainement super. Là, c'est un autre projet, donc dans l'exemple de marque qui approche les artisans d'art ou designers, ou je ne sais pas. En fait, donc la marque DS de voitures m'a contacté pour un de leurs concepts, leur concept car, pour une problématique du coup de plaquage bois et de découpe laser. Donc là, l'idée, c'est de créer un tableau de bord, et ils ont des incrustations de haut-parleurs en fait dans le tableau de bord, et il fallait qu'il y ait des micro-perforations dans le plaquage. Le plaquage du coup est plaqué sur toute une structure en impression 3D, en résine. Et donc je l'ai réalisé à l'atelier. Alors pareil, c'était une expérience super intéressante, parce que du coup je me suis retrouvée, le milieu de l'automobile, ça reste comme le luxe, c'est un milieu très secret jusqu'à ce que ça soit au public. Et donc on se retrouve dans des sas, c'est assez, on a l'impression d'être dans un film, quoi. Et puis j'ai positionné cette dernière pièce où du coup il fallait le jointer avec le tableau de bord à côté qui a des éléments en cuir. Donc il y a le challenge, tout le monde attend chacun en fait a son pôle technique, et puis chacun attend que l'étape soit terminée pour venir y ajouter son savoir-faire.
c'était vraiment très inspirant et surtout hyper intéressant de travailler avec plein de savoir-faire différents sur une pièce comme ça qui était un peu la haute couture de la voiture. Donc voilà une autre échelle de production. Et ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils ont en interne le savoir-faire de la maroquinerie et de la sellerie. Ils sont très très forts là-dedans. Mais ils n'ont aucun autre savoir-faire de bois, ils n'ont pas d'autres ateliers en fait. Donc du coup, ils demandent à des petits artisans comme moi de travailler sur des échantillons et de pousser les matières pour proposer des solutions techniques à leurs industriels. Donc l'idée, c'est que nous, en tant qu'artisans, une fois en fait, ils arrivent avec un mood board esthétique. Ils ont un pôle de recherche et développement matière qui s'inspire du textile. Ils vont voir des matières synthétiques de Nike et autres. Enfin, voilà, des choses très, très diverses et variées pour essayer d'inspirer, eux, leur création dans la DS standard, même pas forcément que sur le concept. Et ensuite, l'idée, c'est que nous, artisans, on collabore avec leurs industriels pour leur dire j'ai solutionné, j'ai cette solution pour arriver à cette esthétique et vous pouvez le faire de telle manière puisque je l'ai fait à mon échelle d'atelier. Donc forcément, pour un industriel, reste toujours frileux par rapport à ça parce que c'est bien plus facile de faire un truc qu'ils ont déjà en main. Mais ça permet quand même, une fois, nous, à notre échelle, on a solutionné une partie du technique, ça permet justement d'inspirer, eux, leur grande échelle. Comme finalement, c'est le même travail que ce que j'ai fait avec Marotte. Donc voilà, donc c'est en tout cas l'automobile. J'ai eu l'occasion de travailler avec DS, mais d'autres marques nous sollicitent et c'est toujours ils sont en recherche de ce type de savoir-faire. Donc ça, c'est un autre travail ça, c'est vraiment à l'échelle de l'atelier, mais pareil, c'est grâce à une collaboration que j'ai commencé à prototyper ce savoir-faire. C'est que j'incruste du bois dans du cuir pour du coup garder cette propriété de souplesse. Donc je suis passée par plein de phases. J'ai commencé ce projet grâce à une collaboration avec les tanneries Roux qui sont du groupe LVMH, qui cherchaient du coup, enfin voilà, c'était lors d'une ils m'ont invité avec 4 autres artistes pour, on va dire, comment expliquer ils appellent ça customiser, j'aime pas trop ce mot, mais en tout cas interpréter leur cuir avec notre savoir-faire, avec notre matière. Donc j'étais avec un plumassier, avec un plisseur, avec quelqu'un qui faisait de la découpe de papier, mais du coup là qu'elle adaptait au cuir, et quelqu'un qui faisait de la sérigraphie de métaux précieux. Donc des savoir-faire très divers, et on travaillait sur un A5, et du coup on expérimentait notre pratique. Donc là où j'ai eu l'idée d'interpréter ce A5 avec du bois, et c'est là que ça m'a donné après envie de continuer là-dessus à l'échelle de l'atelier. Donc là, c'est un projet sur un temps, ça fait 4 ans que j'ai commencé ce projet. Ça commence de plus en plus. Du coup, l'automobile m'a demandé des échantillons. Là, je collabore avec une grande maison pour une pièce de maroquinerie. Donc c'est vrai que c'est des techniques, des savoir-faire qu'on prototype en parallèle dès qu'on a un moment, dès qu'on a un petit down de commande ou autre. Et puis voilà, ça permet parfois d'ouvrir à des collaborations. Donc c'est toujours en cours et ça passe. Ouais, c'est un mouvement permanent quoi, au sein de l'atelier. Ça, c'est une œuvre, alors vraiment dans une autre logique, c'est-à-dire que là, je l'ai fait pour une commande pour AD Matières d'Art au Palais d'Iéna, parce que j'y ai participé en septembre dernier. Mais là, la démarche était... En plus, il y a eu le Covid, donc tout a été repoussé. Enfin, c'est une pièce, pareil, qui a mis au moins, je pense, 1 an et demi à 2 ans à sortir. Mais là,
j'expérimente déjà le côté beaucoup plus artistique, c'est-à-dire le lâcher prise sur la technique. Et puis, c'est les moments où je préfère qu'il y ait un accident ou une erreur dans le process, qu'il y ait une découpe qui se passe mal, parce qu'en fait, ça me fait rebondir ça fait transformer le projet en fait au fur et à mesure de la production même. Et du coup, l'œuvre est à un moment s'arrête et se termine, mais elle pourrait être, elle est un petit peu infinie en fait. Et c'est ce qui me plaît, c'est j'ai pas mal de projets comme ça, où comme ça c'est un paravent, et où je commence sans envie de fonction, sans envie soit ça va être une naissance qui va m'inspirer, soit ça va être un motif, soit, voilà. Là, je travaille le cercle, donc c'est une marqueterie qui serait inenvisageable avec un savoir-faire de marqueterie traditionnelle, donc sans laser. Et c'est ce qui m'intéressait. Et du coup, je commence timidement avec mon cercle. Et puis finalement, ce rendu, j'ai eu la surprise du rendu un petit peu, que moi j'ai interprété comme un bruit en fait, de cet ébène blanc qui est découpé avec ce veinage qui résonne et qui vibre. Donc, je sais pas, assez rapidement, j'avais envie d'en faire des fragments. J'avais envie de quelque chose de très en mouvement, qui inspire le mouvement. Et puis finalement, assez rapidement, je suis partie dans une poésie, ou j'en sais rien, en tout cas dans un imaginaire du paravent, avec ce bruit extérieur et cette notion, le cercle inspirant un peu cette notion d'idéal, mais toujours en mouvement, et d'un paravent qui nous protège de ce monde extérieur, et avec une notion d'intérieur et d'extérieur très bruyant, très toujours en mouvement, fragmenté. Donc voilà, donc c'est une pièce qui a commencé sans savoir ce que j'allais en faire. Et puis à un moment, on va dire, je décide de m'arrêter. Et puis ça part sur une pièce finale qui parfois me surprend, dans le sens, c'est pas du tout ce que j'avais anticipé, ou en tout cas c'était impossible d'anticiper cette forme-là, quoi. Donc une démarche qui est complètement en opposition avec celle que j'ai quand j'ai le client en face de moi qui me demande à quoi ressemblera son meuble au final. Et ça, donc c'est un dernier projet que je présenterai. Donc c'est une ouverture. Pour moi, le bois, c'est aussi pas un prétexte, mais j'avais besoin d'apprendre un savoir-faire pour me sentir un peu légitime de faire. Et parce que je sais que je reste concepteur. Et du coup, je m'ouvre à la sculpture, mais c'est assez nouveau. Et donc c'est ça aussi la démarche quand je ne suis pas technicienne pure sur le laser, ou marketeur pur et simple. C'est de tester des techniques. Donc là, c'est une sculpture sur un bloc de composite, de valchromate dont je vous parlais tout à l'heure. Et je viens plaquer et habiller ces blocs, mais avec des techniques un petit peu, si un ébéniste me voyait faire, un vrai ancien me voyait travailler, je pense que ses yeux saigneraient. Mais je tente des choses, je fais superposer des couches de plaquage, et voilà, ça crée des effets, des ombres, des lumières avec des veinages. Voilà, c'est de la sculpture, mais après qui vient être encore sculptée dans son habillage de forme. Voilà, c'est des types de projets qui m'animent et qui animent l'atelier du coup. Un vrai changement d'échelle de l'atelier à l'industrie, à la commande publique, à l'espace plus industriel, quand même si c'est projets spéciaux comme le concept car. Et puis là, vous êtes plutôt plasticienne. Finalement, vous avez là une démarche totalement d'artiste. Donc en fait, cet ex-architecte ébéniste, en fait, artisan, là, c'est dans la fabrique. C'est aussi la fabrique. Vous avez fabriqué un métier, quoi, une pratique. Vous avez par exemple des architectes, designers qui font appel à vous pour des collaborations, ou vous êtes toujours seul signataire farouche des projets? Là, par exemple, je travaille pour l'Institut du monde arabe avec Laura Gonzalez.
Et donc j'ai une marqueterie à réaliser pour son projet. Et donc c'est des collaborations qui sont bien sûr signées Laura Gonzalez et pour laquelle là je suis marketeur. Je mets pas de patte farouche entre guillemets. Donc c'est très varié quoi. Ça va vraiment du projet complètement artistique où du coup on m'achète l'œuvre une fois finie à la commande très technique de farouche marqueterie numérique. Alors justement, marqueterie numérique, dans la fabrique même des projets, quelles sont les étapes, en fait, les grands process de, de fabrication, de mise en œuvre de l'objet Donc la première étape, c'est déjà le sourcing de la matière. Donc c'est mon plaquage. Ces feuilles de 6 dixièmes qui sont préparées pour être complètement planes, donc avec les châssis de presse que vous avez vu brièvement dans la vidéo. Je les encraft en fait pour qu'elles restent que même après la découpe, elles restent solidaires au craft et ne se brisent pas en mille morceaux, surtout sur des marqueteries complexes. Et surtout pour qu'elles restent bien planes pendant la découpe au laser, parce qu'il ne faut pas de changement de focale, sinon bien sûr mes découpes ne seraient pas précises. Et ensuite, les étapes, c'est ce que vous avez vu, c'est je fais mon puzzle avec toutes mes pièces. Donc là, le motif que vous avez en vidéo est relativement simple. C'est vraiment un fond et des éléments un négatif qui vient dans un positif. Des fois, c'est beaucoup plus fou, entre guillemets, avec des éléments très petits et puis plein d'essence. Et le cercle, ce que j'aime aussi dans le cercle, c'est je découpe en fait ces cercles concentriques dans plein de matières. Et puis après, moi, dans l'assemblage, j'ai la liberté, en fait. J'ai pas défini que cet élément-là allait s'arrêter à tel endroit sur mon dessin. C'est vraiment moi, au moment du faire, qui vient décider, là, je veux un peu plus de blanc, je veux que le dégradé... Enfin, voilà. Et c'est là, contrairement à ce que je fais dans plein d'autres projets, le dessin n'est pas du tout prévu en amont et c'est la tête et la main qui choisit, quoi. Donc c'est les phases. Et puis ensuite, bien sûr, collage sur un support solide, nettoyage, parce qu'on a du coup toute cette couche de craft à enlever, raclage, ponçage et finition. Finition, vernis, une cire, une huile, ça dépend du projet. Ouais. Est-ce qu'il y a une partie laboratoire justement dans votre atelier? Est-ce qu'il y a, vous disiez que vous aviez commencé à enchasser une peau de bois dans du cuir parce que vous avez beaucoup travaillé sur les matériaux souples aussi évidemment. Est-ce qu'il y a une partie, il y a une partie innovation, invention? Forcément, en fait, entre guillemets, on invente tout le temps. C'est-à-dire, là, par exemple, pour ce projet, l'élément que vous voyez central strié, c'est du plaquage, mais à 90 degrés, quoi. C'est un sandwich de plaquage. Là, clairement, on est loin de la marqueterie, on est loin de... Voilà, je voulais tester le rendu esthétique. Là, par exemple, aussi, la masse à droite, c'est une marqueterie qui techniquement, du coup, est permise uniquement par le laser, parce qu'en fait, j'ai des très très grandes surfaces que je viens graver une fois pour insérer le bleu. Ensuite, j'assemble tout le décor, ça me crée un autre décor que je viens redécouper. Enfin voilà, donc c'est des phases qui, en technique traditionnelle, parce qu'on fait des paquets de plaquage, je ne vais pas vous bassiner avec ça, mais c'est un autre savoir-faire et du coup le laser permet ça. Donc on est tout le temps en laboratoire en fait. Et même quand je travaille avec DS qui me propose des visuels ou des images d'inspiration pour trouver comment est-ce qu'on pourrait avoir ce rendu-là techniquement ou avec une matière, je suis en recherche permanente, quoi. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? J'amène le... Du coup, j'ai un peu la voix cassée, c'est horrible. Du coup, en fait, le principe qu'on a vu sur le mobilier avec les fissures un peu qu'on pouvait voir, c'était avec ce principe-là.
Enfin, je dis non. Oui, parce qu'on a cette notion de joint creux. Enfin, c'est vraiment un relief qu'on vient plaquer sur un fond et qui comme un petit peu, c'est vrai, le côté volume sur un fond déjà, déjà plan, quoi, une masse. Donc oui, c'est un petit peu le même principe, c'est vrai. Si c'est ça ta question. Et en fait, je viens découper, je viens plaquer des grands aplats de bois, parce que bien sûr, c'est pas des feuilles illimitées, c'est selon les largeurs du tronc d'arbre. En fait, c'est vraiment débité. Le plaquage est soit scié, soit massicoté. Finalement, il est tranché pour perdre le moins de matière possible. Mais on est toujours limité par, un marronnier par exemple ne va jamais dépasser plus de 30 cm de largeur. Et en longueur, on va être sur des feuilles de 2 mètres, 2 mètres 10. Voilà, il y a d'autres essences qui sont beaucoup plus larges. Il y en a d'autres, du poirier par exemple, ça va pas être plus de 10 ou 11 cm. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas non plus le jointer. En fait, le matériau a vraiment une contrainte innée, quoi, sur laquelle il faut l'intégrer, en tout cas dans sa conception ensuite. Et moi, le joint creux, c'est une des solutions pour justement, je fais du joint creux un graphisme et ça me permet techniquement de ne pas avoir à jointer ma matière et où le joint ne serait pas parfait, surtout dans des essences claires. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vois qu'Aurélien nous a rejoints. Alors voilà, je vous amène le micro. Je voulais savoir, quand vous avez dit que vous mettez du bois dans du cuir, est-ce que le bois, c'est du matériel que vous créez, donc c'est du vrai bois, que donc vous réussissez à le plier, ou c'est un autre type de bois plastique Par essence, du bois, c'est du bois. Et du plastique, c'est du plastique. Oui, c'est du vrai bois. C'est du vrai bois et du coup, j'adapte mon graphisme pour que... Et aussi l'épaisseur de mon cuir pour soit faire des toutes petites pièces qui assument une grande malléabilité du cuir, soit faire des grandes pièces, mais dans ce cas, mon cuir est plus épais pour qu'il soit moins contraint mécaniquement, quoi. Je sais pas si... Mais en tout cas, oui, c'est du vrai bois, toujours 6/10 d'épaisseur. Un classique. Comment? Indémodable. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Anna Le Corneau? En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je sais que je suis plus à l'aise à l'atelier qu'à parler devant vous. Mais vous êtes les bienvenus. En plus, je suis dans une résidence d'artistes qui s'appelle Push et on fait plein de portes ouvertes et on est 180 artistes. C'est hyper dense, hyper riche, donc n'hésitez pas à passer surtout. Voilà.